Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un petit rappel du cours sur l'amplificateur opérationnel parfait. On abordera ensuite le corrigé de l'exercice sur le filtre de Roche que je vous ai donné la dernière fois. Et enfin, on fera une vérification des résultats obtenus à l'aide de notre logiciel de simulation électronique. Bismillahirrahmanirrahim. Toujours avec le rappel électrocinétique, on va voir la suite de la fonction de transfert des filtres. On va voir le corrigé de l'exercice que je vous ai proposé la dernière fois et un petit rappel sur l'amplificateur opérationnel. Voici l'exercice que je vous ai proposé. C'est un filtre actif autour d'un amplificateur opérationnel. Pour le rappel sur l'amplificateur opérationnel, on a noté ici le V+, c'est le potentiel de l'entrée non inverseuse, V- c'est celui de l'entrée inverseuse, et I+, I-, c'est les courants d'entrée dans l'amplificateur opérationnel. Alors, pour l'amplificateur opérationnel, parfait. C'est tout simplement lorsque on peut considérer que les courants I+ et I- sont nuls. L'ampli-op fonctionne en régime linéaire, ça veut dire que le V+ est égal à V-. Même potentiel pour les deux entrées. Donc la différence de potentiel qu'on note généralement epsilon qui est égal à V+ moins V- est nulle. Et dans ce cas, en régime linéaire, on a Vs comprise entre moins Vsat et plus Vsat. L'ampli-op peut fonctionner au régime saturé aussi. Ça veut dire que lorsque epsilon est strictement positif, le Vs est égal à plus Vsat. Et lorsque l'epsilon est strictement négatif, Vs est égal à moins Vsat. Une remarque, c'est que l'ampli-op ne peut fonctionner au régime linéaire que s'il y a réaction négative. Ça veut dire que la sortie est reliée à l'entrée moins par l'intermédiaire d'une résistance, une capacité ou simplement un fil. Et notez que cette condition est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Ça veut dire que même s'il y a dans un circuit une réaction négative, ça ne veut pas dire qu'il fonctionne au régime linéaire. Il peut fonctionner aussi au régime saturé. Il faut aussi dans ce cas que Vs soit inférieur strictement à Vsat. On va maintenant s'attaquer au corrigé de l'exercice. Pour cela, on va appliquer le théorème de Millman en A. Le A, c'est ce nœud-là. Il est relié à 4 branches, donc on aura 4 termes. D'abord, en traversant R1, on trouve le potentiel VE, donc on a VE sur R1 et là c'est 1 sur R1. En traversant C, on trouve la tension de sortie, puisqu'il est relié à un fil de sortie. Donc on a Vs fois JC oméga, et on a ici JC oméga. En traversant le R, on trouve la masse, donc le potentiel est nul, donc ça ne va pas apparaître au numérateur, mais le terme va apparaître 1 sur R au dénominateur. Et enfin, en traversant le C, on trouve le potentiel de V- qui est égal, d'après l'énoncé, au potentiel de V+, puisqu'on est en régime linéaire. Or, V+, est relié à la masse, donc le potentiel V+, est égal à 0. Et par conséquent, V- est égal à 0. Et donc, ce terme n'apparaît pas, mais le terme JC oméga apparaît, donc d'où le 2 qu'on a ici. Voilà, donc là, on a une relation entre Vs, VE et VA. Il nous faut donc une deuxième relation. On va appliquer le théorème de Millman ici. Et notez que, puisque l'ampli-op est parfait, le courant d'entrée est nul, et par conséquent, cette branche-là, c'est comme s'il n'existe pas. Donc on a seulement deux branches, donc on aura deux termes, et on aura cette relation Vs sur 2R1, puisque en traversant R1, on trouve Vs, et en traversant C, on trouve VA, le point A de potentiel VA. Donc c'est JC oméga fois VA. Notez ici, puisqu'on a 0, ce n'est pas la peine d'écrire le dénominateur, on n'a pas besoin. Et on a donc une relation ici entre VA et Vs. Donc on tire VA en fonction de Vs et on en remplace ici. Et ce qui reste, c'est du calcul qu'il faut faire vous-même et vérifier que l'on trouve cette expression-là. Avec R', c'est R d'après l'énoncé parallèle avec R1, est égal donc le produit sur la somme. On a donc cette expression-là qui est comparable à celle donnée à l'énoncé, H0 sur cette expression-là, d'où le H0 c'est le moins 1. Le oméga 1 c'est 1 sur R1C et le oméga 2 c'est 1 sur 2R'C. Voilà. Pour la deuxième question,
de oméga est maximale, puisqu'on veut chercher la fréquence de résonance, donc d'abord la pulsation de résonance oméga 0, on a cette expression-là pour h de oméga, la valeur absolue de moins 1 c'est 1 sur la racine de la partie réelle 1 plus la partie imaginaire au carré, donc on a bien cette expression-là. Notez que cette expression dépend de oméga bien sûr, mais le oméga n'apparaît que dans ce terme-là. Et ce terme-là est positif. Et ce terme-là, lorsqu'il augmente, le h de oméga diminue. Donc h de oméga est maximal lorsque ce terme-là est minimal. Et le minimum des valeurs des nombres positifs, puisqu'on a au carré ici, c'est 0. Donc h max est obtenu pour cette parenthèse est égale à 0. C'est-à-dire lorsqu'on a oméga 0 sur oméga 1 est égal à oméga 2 sur oméga 0. D'où oméga 0 au carré est égal au produit oméga 1 fois oméga 2. Et donc on a la relation oméga 0 est égal à la racine de oméga 1, oméga 2. On a le graphe suivant de h de oméga. Le maximum c'est 1 pour oméga est égal à oméga 0 d'après cette expression-là. Et on remarque que lorsque oméga tend vers l'infini, ce terme s'annule, par contre celui-là tend vers l'infini, donc h de oméga tend vers 0. Donc pour les hautes fréquences, c'est s'annule. Et pour les basses fréquences, c'est la même chose, ce terme s'annule, mais celui-là tend vers l'infini. Pour les basses fréquences, donc h de oméga tend vers 0, et on a donc 0 des deux côtés, et le maximum au milieu pour oméga est égal à oméga 0. Donc on a cette expression-là. Finalement, pour la fréquence de résonance, il suffit d'écrire oméga 0 sur 2pi, puisqu'on a la relation oméga est égal à 2pi fois la fréquence, et vérifier qu'on trouve cette expression-là. Maintenant, pour la pulsation de coupure, oméga c, et les solutions de cette équation-là, 1 sur racine de 2, puisque h max, c'est 1. Le h max est égal à 1. Et on a donc cette équation-là. Si on élève au carré, on obtient cette parenthèse au carré est égale à 1. Et donc, on a cette relation-là. Pour éliminer le carré, on a plus ou moins 1. Voilà, donc on a ceci. On va multiplier des deux côtés par oméga c fois oméga 1. Là, le oméga 1 se simplifie, on obtient oméga c au carré. Et là, c'est le oméga c qui se simplifie, et on obtient oméga 1, oméga 2. Par contre, ici, on a plus ou moins oméga c fois oméga 1. Et on obtient donc l'équation du second degré suivante. L'inconnu, c'est oméga c. Et le discriminant delta, c'est celui-là, qui est strictement positif. Donc, on a plusieurs solutions qui s'équilibrent de manière condensée comme ceci. On a au total donc 4 combinaisons, 4 solutions. Plus, moins, plus, moins et moins, plus. Sachant que oméga est toujours positif, les pulsations sont toujours positives, on a deux solutions, oméga C2 et oméga C1. On prend oméga C2 supérieur à oméga C1. Notez que la racine de cette expression-là est supérieure à oméga 1, puisqu'on a ici oméga 1 au carré plus quelque chose. Donc, la valeur la plus grande, oméga C2, c'est celle qu'on obtient en écrivant ici plus. Par contre, oméga C2, la valeur positive inférieure à oméga C2, c'est lorsqu'on écrit ici plus, et là, c'est moins, puisque la racine est supérieure à oméga 1. Et donc, on obtient les deux solutions qui sont les suivantes. En faisant la différence, la racine se simplifie et on obtient donc 2 oméga 1 sur 2, donc c'est oméga 1, qui est égal à 1 sur R1C, d'où la largeur de la bande passante delta F est égal à delta oméga sur 2pi, qui est égal à 1 sur 2pi RC. Pour le facteur de qualité, c'est la constante en écrivant l'expression de h de j oméga de cette manière-là. On a cette expression-là. On remplace oméga 2 par oméga 0 au carré sur oméga 1, l'expression qu'on vient de trouver. Et en mettant en facteur le oméga 0 sur oméga 1, on obtient donc le Q est égal à oméga 0 sur oméga 1, qui est égal à cette expression. Et notez que cette expression n'a pas de dimension. Le Q n'a pas de dimension, c'est un nombre sans dimension. Remarquez que on a aussi Q est égal à F0 sur delta F, puisque c'est oméga 0 sur oméga 1, et oméga 1 c'est delta oméga. Donc c'est F0 sur delta F aussi. Et d'après cette expression, plus le delta F est petit, plus le Q est grand, et plus le filtre est sélectif.
On utilise ce terme-là parce que la bande passante devient étroite lorsque le Q est grand, et donc il sélectionne des fréquences bien définies, donc il devient sélectif. Pour les applications numériques, vérifiez que l'on trouve ces valeurs-là pour F0, delta F et le Q qui est égal à 7,1. Il nous reste maintenant la troisième question, c'est le diagramme de Bode. On a l'expression de la fonction de transfert, donc le module c'est le suivant, et l'argument, c'est l'argument du numérateur moins 1, c'est donc plus ou moins pi, moins l'argument du dénominateur, et puisque la partie réelle est positive, donc c'est moins arc tangent de la partie imaginaire sur 1. On va discuter le plus, le moins dans la suite. D'abord pour les hautes fréquences, lorsque oméga est très grand devant oméga 0. On remarque ici que pour les hautes fréquences, les deux termes oméga 2 sur oméga et le 1 sont négligeables. Donc il ne reste que cette expression-là, qui est égale à J oméga 1 sur oméga. Donc le GdB, c'est le 20 log du module de ce complexe. Donc c'est 20 log de oméga 1 moins 20 log de oméga. Donc en échelle logarithmique, ça va donner une droite décroissante de pente moins 20 décibels par décade. Et puisque c'est un imaginaire pur, positif, oméga 1 sur oméga, donc l'argument c'est pi sur 2. Donc phi de oméga est égal à pi sur 2 en haute fréquence. Par contre, en basse fréquence, lorsque oméga est négligeable devant oméga 0, ce terme-là disparaît, négligeable, le 1 aussi, on obtient uniquement le dernier terme. Et on a donc l'expression de h de j oméga en basse fréquence, moins j oméga sur oméga 2, d'où le GdB c'est 20 log de oméga moins 20 log de oméga 2, donc c'est une droite, c'est un segment de droite croissante de pente plus 20 décibels par décade. Et puisqu'on a ici un nombre imaginaire avec une partie imaginaire négative, on a donc l'argument phi de oméga, c'est moins pi sur 2. Par contre, pour oméga est égal à oméga 0, ce terme disparaît, on obtient moins 1. L'argument de moins 1, c'est pi, et le module c'est 1, donc GdB est égal à 0. Pour tracer la courbe, on doit d'abord chercher l'intersection des asymptotes. Donc les deux asymptotes, on va écrire les égalités. Le 20 se simplifie, et on obtient ces deux logs-là, 2 log de oméga, qui est égal à log de oméga 1 plus log de oméga 2, donc log de oméga 1, oméga 2, là on peut écrire au carré, et donc oméga 0 au carré est égal au produit oméga 1, oméga 2, et donc oméga est égal à oméga 0, c'est racine de oméga 1 fois oméga 2. Et en remplaçant oméga, par exemple dans cette expression par oméga 0, on obtient donc G de B est égal à 20 log de oméga 1 sur oméga 0. C'est 1 sur Q. Donc on a 20 log de 1 sur Q, c'est moins 20 log de Q, c'est-à-dire 7 à peu près, donc c'est moins 17. Donc les deux asymptotes se rencontrent à l'abscisse 0 et à l'ordonnée moins 17. On vient de voir que GdB pour oméga est égal à oméga 0, c'est 0. Donc la courbe passe par ce point-là, et donc la courbe réelle est située au-dessus des asymptotes. Parfois, attention, il est situé en dessous des asymptotes, mais ici c'est au-dessus. On obtient donc la courbe suivante. Voilà donc le diagramme de Bode pour la courbe GdB est égal à f de log de oméga. Une remarque, c'est que en haute fréquence, on a cette expression-là de h de j oméga qu'on vient de voir. On peut multiplier comme ça, on obtient j oméga vs égal à moins oméga 1 ve, et le produit j oméga vs en notation réelle, c'est la dérivée de vs par rapport au temps, est égal à moins oméga 1 fois ve. Le dt, on peut le mettre de l'autre côté, et on obtient donc vs est égal à moins oméga 1 l'intégrale de ve dt. D'où le terme suivant, on dit que le filtre a un comportement intégrateur, parce qu'il intègre l'entrée. La sortie est égale à une constante près, l'intégrale de l'entrée, donc le comportement est intégrateur lorsque la pente est égale à moins 20 décibels par décade. Par contre, pour les basses fréquences, la pente plus 20 décibels par décade, on obtient la sortie est égale à moins 1 sur oméga 2 fois la dérivée de l'entrée, donc le comportement est dérivateur. Il nous reste maintenant la courbe phi de oméga.
On vient de voir qu'il est égal à plus ou moins pi moins l'arc tangente Q facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Et on doit rester dans l'intervalle suivant. Pour les basses fréquences, c'est-à-dire pour oméga inférieur à oméga 0, le terme, la parenthèse qui est là, est négative. Ce qui fait que moins l'arc tangente est positif, et il est en même temps inférieur à pi sur 2, d'après la propriété de l'arc tangente qui est toujours comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et donc, pour éviter de sortir de cet intervalle, il faut prendre moins pi, parce que sinon on va dépasser le pi. Et donc, on a phi de oméga pour oméga inférieur à oméga 0, c'est moins pi moins l'arc tangente. Par contre, pour oméga supérieur à oméga 0, la parenthèse maintenant est positive et le moins arc tangente est négatif. Il est en même temps supérieur à moins pi sur 2. Donc, pour éviter de sortir de cet intervalle-là, de cette condition, il faut prendre maintenant plus pi. D'où la courbe suivante pour phi de oméga en échelle logarithmique. On vient de voir que pour les hautes fréquences, c'est pi sur 2. Pour les basses fréquences, c'est moins pi sur 2. Et pour oméga 0, c'est pi. Donc, on a cette courbe-là. À la fin, je vous propose une vérification du calcul qu'on vient de faire à l'aide de notre logiciel de simulation électronique. Voici donc notre circuit fabriqué autour de l'amplificateur opérationnel. Les valeurs des composants sont réglées à partir des valeurs avancées. J'ai placé un GBF à l'entrée du circuit. J'ai appelé VE la tension d'entrée et VS la tension de sortie. Pour pouvoir changer les valeurs de la tension d'entrée, je dois double-cliquer sur le GBF. Je fais apparaître les réglages. Donc j'ai bien choisi une tension sinusoïdale. Ici la fréquence, l'amplitude à 10 volts et l'offset à 0 volts, c'est-à-dire la composante continue n'existe pas. Comme ça, on a un signal purement sinusoïdal à l'entrée. Je règle d'abord la fréquence à 1 kHz et je vais lancer la simulation régime transitoire. Je prends depuis 0 jusqu'à 0,015, c'est-à-dire 15 millisecondes, et l'output variable, c'est les tensions de sortie que je vais tracer. Je vais prendre VE et VS. Je vais les tracer ensemble, comme ça je peux les comparer. Et je lance la simulation. Alors le signal d'entrée est bleu, il est réglé depuis le début à 10 volts, remarquez. Et le signal de sortie n'est pas sinusoïdal depuis le début. Donc on a bien un régime transitoire au départ. L'amplitude augmente progressivement. Et enfin, elle devient constante. Donc le régime sinusoïdal permanent ne s'installe qu'après quelques 7 millisecondes. Je fais apparaître la grille. Et on remarque que le signal est sinusoïdal en régime permanent. Et il est en retard. Parce que si je fais apparaître le curseur, ici j'ai deux curseurs, et lorsque je les bouge, on remarque que les valeurs changent ici. Donc, je me place lorsque la tension est maximale, tension d'entrée. On remarque que la tension de sortie à cet instant-là n'est pas maximale, mais elle va vers le maximum. Donc, il est bien en retard par rapport au signal d'entrée. Donc, le phi est négatif pour une fréquence de 1 kHz. Je vais maintenant me placer à une fréquence qui s'approche de la fréquence de résonance. On avait calculé 1,13. Le problème ici, je ne peux pas fixer deux chiffres après la virgule. Donc, au mieux, je peux prendre 1,1. 1.1. Et je lance la simulation à cette fréquence. Mais je vais prendre, pour sauter le régime transitoire, je vais prendre 0.01 de 10 millisecondes à 15 millisecondes. Et je lance la simulation, voilà. Donc j'ai un signal sinusoïdal qui a une amplitude presque égale à celle du signal d'entrée, puisque je ne suis pas encore à la fréquence de résonance, je suis proche, et il est en opposition de phase, presque. Donc le H est bien égal à moins 1 à la fréquence de résonance 1,013. Je vais prendre maintenant une fréquence plus grande.
Je prends par exemple 1.5, par exemple. Voilà, je lance la simulation, toujours résultat auditoire avec le même réglage. Je lance la simulation. On a donc une amplitude plus petite puisque je me suis éloigné de la fréquence de résonance et un signal qui est en avance. Un signal qui est maintenant en avance par rapport au signal d'entrée. Je fais apparaître la grille et le curseur. Je me place lorsque le signal de sortie est maximum, là presque. On voit que le signal d'entrée, c'est lui qui n'est pas maximum, mais qui va vers le maximum. Donc il est bien en retard, le signal d'entrée. Donc le signal de sortie est en avance. Maintenant, le phi est positif lorsqu'on dépasse la fréquence de résonance. Alors maintenant, je vais faire une analyse fréquentielle. Donc je vais prendre AC analysis. La fréquence de départ, c'est-à-dire start frequency, c'est 10 Hz. Et la fréquence finale, c'est 100 Hz, 100 kHz. Comme ça, on va tracer 4 décades. L'output variable, c'est VS. Et je lance la simulation. Voilà, on obtient le diagramme de Bode. Il va apparaître la grille. On a donc le maximum à peu près ici. On dépasse un peu. Je peux faire apparaître le curseur et je vais faire déplacer ce curseur jusqu'à ce que je tombe sur le maximum à peu près. Voilà, et je trouve ici 1,13 à l'abscisse. Donc on est bien à 1,13 kHz, la fréquence de résonance. À cette même fréquence, on voit ici la phase en degrés. Donc là, pour les hautes fréquences, le phi est positif puisque le 0 est au milieu, regardez. Le phi est positif et on est en dessous de 100, donc à 90 degrés. Donc pi sur 2 pour les hautes fréquences et moins pi sur 2 pour les basses fréquences. Et on a la même allure que celle qu'on avait vue dans le calcul. Donc on a bien le résultat. Voilà. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à faire un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager. Merci de votre attention et à la prochaine.